Bonjour à tous, donc avec une vidéo qui est un peu inattendue. J'avais dit que la prochaine vidéo ça serait la FAQ permanente, et dans le cadre de la FAQ permanente, quelqu'un m'a posé une question. Alors je dis quelqu'un, je vais donner son nom quand même. Donc en l'occurrence c'est Julien Didelot qui m'a posé comme question: quel est ton Mont Rushmore du catch? Et c'est un truc auquel j'avais pensé il y a pas mal d'années maintenant, et d'ailleurs je m'étais dit que je ferais une vidéo et puis je l'avais pas faite, et ça m'a relancé dans le truc. Sachant que j'avais vraiment l'impression d'être arrivé à un Mont Rushmore intestable. Et vraiment. Je vais vous dire les choses. Alors, je vais donner le Mont Rushmore de Julien Didelot. Ça va me servir de point de départ. Comme ça, je vais pouvoir vous donner un peu ce que j'entends par Mont Rushmore. Ce qui change beaucoup de choses. Lui, son Mont Rushmore, il propose Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Steve Austin et John Cena. Donc voilà. Pour moi, le truc, c'est qu'il a fait un Mont Rushmore WWE. Puisqu'il n'y a que des mecs de la WWE. Et il n'a pas forcément, en ayant mis John Cena, ce truc que moi j'entends par Mont Rushmore, qui est de penser que ce sont les pères fondateurs. C'était ça l'idée du Mont Rushmore original. Donc 4 personnes, les pères fondateurs donc, des États-Unis. Et c'est un truc qui revient souvent. Les gens disent ouais, le Mont Rushmore machin. Et moi j'aime bien penser le Mont Rushmore pas seulement par genre 4 grandes stars, mais 4 personnes qui ont été hyper influentes et qui ont posé un peu des jalons. La deuxième chose que je reprocherais à son Mont Rushmore, c'est que WWE. Or, il me demande le Mont Rushmore pour le catch. Et il y a déjà un truc qui est vachement bien, c'est que le catch, pour moi, c'est 4 grands pans. Il y a 4 grands pans du catch, si vous voulez. Donc, je vais prendre un mec par pan en question. L'idée, c'est d'avoir donc les pères fondateurs de ces 4 grands pans du catch. Donc, les 4 grands pans en question, ce que j'appelle des pans, voilà, c'est en gros le catch US, la lucha, le catch européen et le catch japonais. Voilà. Donc désolé pour le catch australien, je sais que ça existe, mais pour le coup, c'est quand même un petit peu la marge. Voilà. Sachant qu'il y a des mecs qui ont des trucs qui se croisent un peu, on s'entend. Voilà. Alors, avant de vous dévoiler mon quatuor infernal, je veux juste vous dire deux choses. En fait, moi, c'est un truc sur lequel j'ai réfléchi pendant un petit moment, et il y avait des fois des trucs où je me disais, bon, voilà, je vais pas faire de vidéo parce que je suis pas sûr, machin. Là, c'est un truc de fou. Je pense que mon Mont Rushmore, il est intestable. Vraiment. Je pense que c'est impossible, tel que je définis les Mont Rushmore, donc père fondateur et le catch dans son ensemble, je pense que c'est impossible de faire un Mont Rushmore plus solide que le mien. Je vais même vous dire, je pense que si vous écoutez ma liste et que vous écoutez tout ce que je vais justifier après, vous risquez fort de vous dire, bon bah j'ai le même que toi. En fait, maintenant j'ai changé, voilà. Et je pense même, je hype à mort, j'en ai rien à foutre. Je pense même que si on pouvait, d'ailleurs vous pouvez très bien faire ça, si vous entendez quelqu'un faire un Mont Rushmore et que vous trouvez ouais bah d'accord, mais enfin bref, vous le renvoyez vers cette vidéo, vous le renvoyez le Mont Rushmore que j'ai dit ici, vous direz c'est ici que vous l'avez entendu la première fois. Il est tout à fait possible que dans 5-10 ans, si ça se propage, sait-on jamais, tous les fans de catch aient le même Mont Rushmore que celui que je vais vous dire là, parce que pour moi il est juste intestable, mais vraiment intestable. C'est-à-dire qu'il y a 4 grands pans du catch et qu'en fait dans chaque pan du catch que j'ai cité, il y a toujours un mec qui est juste tellement au-dessus de tout le monde que tu es obligé de le mettre en tant que père fondateur. Voilà. Donc je vous donne mon Mont Rushmore et après je vous explique. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi de base, je vous dis tiens je le connais pas, lui comment il peut être dans le Mont Rushmore, je le connais même pas, machin. Vous écoutez, vous allez voir, quand vous allez entendre mes justifications, vous allez dire bon effectivement ça paraît un petit peu ingérable. Donc j'y vais, donc je vais les faire s'apparaître ici, attends, hop là. Donc, Lou Thesz, El Santo, Billy Riley, Ricky Dozan. Voilà. Donc, Lou Thesz. Alors, attends, je vais essayer de foutre là. Donc, Lou Thesz, El Santo, Billy Riley, Ricky Dozan. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc, je vais développer un petit peu. Je vais commencer par Ricky Dozan, ça va être le plus rapide, puisque je peux vous renvoyer vers 2 vidéos que j'ai faites dont je suis très fier. Ouais. En tout cas, j'en suis très content. La vidéo L'histoire du Puro en 35 minutes. Vous verrez l'importance de Ricky Dozan dans l'histoire du catch japonais, et une vidéo qui s'appelle, je crois, les top 10 des lutteurs japonais les plus influents de l'histoire du Puro, un truc comme ça, qui sont 2 de je pense, de mes meilleures vidéos. Si vous n'avez pas envie de tout vous taper, je pense que celles-ci, elles sont relativement incontournables. Voilà. Donc déjà, avec ça, vous aurez plein d'éléments de réponse. Je vais quand même répéter des trucs que j'ai dit dans ces 2 vidéos-là rapidement. Ricky Dozan, en fait, c'est la première star du catch japonais. Avant lui, il n'y avait plus ou moins pas de catch japonais. Ou alors c'était ultra clandestin. Et après lui, le catch japonais est quelque chose, c'est un vrai phénomène de société, en fait c'est quelque chose d'hyper suivi. En fait, c'était un sumotori coréen,
Et il était un peu bloqué d'un point de vue politique du fait qu'il était coréen dans le sumo, ce qui fait qu'il a voulu faire du catch. Il a été formé auprès des Américains à Hawaï. Il est revenu au Japon. Il a commencé à battre des Américains. Ça a fait un gros buzz, puisque vous savez peut-être pas, mais dans les années 50, enfin après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40-50, les Américains occupaient le Japon le temps que le pays reparte, on va dire, dans la bonne direction. Enfin, c'est de leur point de vue en tout cas. Les Japonais l'ont très mal vécu. On le voit dans des films des années 50-60, d'ailleurs, japonais, qui sont très cool. Et de voir un Japonais, même s'il était coréen, mais un Japonais coréen, on va dire ça comme ça, battre des Américains pour un peu redorer la fierté du peuple, ça a été un truc énorme. Et d'ailleurs, en passant, il a battu notamment Luthez, dont je vais parler juste après, qu'il faut quand même mettre en valeur aussi pour ça, c'est que quand même accepter d'aller se coucher pour mettre over le catch japonais, et donc quelque part le peuple japonais, moins de 10 ans après Pearl Harbor qu'il a dû vivre, je pense que Luthez il avait bien 18 ans quand Pearl Harbor a eu lieu, c'est génial. Ça dépasse le cadre du catch, ça fout des frissons, hein, voilà. Je trouve que c'est absolument génial. Donc voilà, Rikito-san énorme, et après il a contribué à former, même si c'est pas lui directement qui a formé Inoki et Giant Baba, qui ont créé New Japan et All Japan, etc. Donc le train a été lancé. Vous verrez dans la vidéo sur les lutteurs les plus influents du catch japonais que je ne l'ai pas mis numéro 1, parce que je considère que dans l'influence directe, il est moins influent par exemple que Inoki, mais en termes de père fondateur et de figure comme ça spéciale, il est plus incontournable finalement que Inoki, donc je l'ai mis numéro 1 dans l'optique d'un Mont Rushmore sur les critères que j'ai donnés. Donc Rikito-san, sûr. Voilà. Je passe à Luthez, puisque je viens de l'évoquer. Alors Luthez c'est plus tendu, parce que pour la lutte US, il y a beaucoup de trucs. Donc il y aura des mentions honorables. Mais Luthez, pour moi, c'est quand même le plus lourd. Luthez, d'abord, champion NWA pendant 13 ans. Selon comment on compte, avec les titres reconnus par reconnus, ça fait 13 ans normalement. Pour moi, ça fait 13 ans. Hein, je compte pas Edouard Carpentier, tout ça. Pour info. 13 ans durant lesquels, en fait, la NWA s'est mise en place. Donc déjà, rien que ça, c'est un énorme héritage. En plus de ça, il y a l'héritage pour le catch japonais. Donc en fait, il a mis... Enfin, c'est vraiment le lutteur qui a le plus d'influence dans la mise en place du catch américain et un petit peu japonais, ou en tout cas dans les territoires NWA, puisque le Japon était plus ou moins censé être un territoire NWA ensuite. Voilà. En plus de ça, ça a été donc, de toute façon, quand tu as été champion 13 ans, tu as été une grosse star, tout ça, mais il a inventé plein de moves. Au-delà de le fait d'inventer plein de moves, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une armoire à glace. Avant lui, d'autres stars, il y avait des mecs comme, vous connaissez peut-être pas, mais il y a des figures un peu connues comme George Hackenschmidt, qui était le bodybuilder, machin. Et c'est génial de se dire qu'en fait, la grande star Luthez, ça a été un gars qui a montré que, en fait, le catch, c'est une science avec des techniques, avec une intelligence, avec une stratégie, et forcément, avoir un mec comme Luthez qui est le représentant, alors qu'il n'était pas spécialement imposant, mais il dégageait vraiment ce charisme de mec badass, hein, par contre. Je trouve que ça a une influence tellement fondamentale, inconsciente. Quand on regarde du catch aujourd'hui, on se dit forcément que le meilleur, c'est pas le plus costaud. C'est aussi celui qui aura la meilleure technique. Et finalement, ça remonte quelque part, dans une certaine mesure, à Luthez, ou alors au gars qui a formé Luthez, Ed Lewis. Bon, qu'on pourrait prendre à la place de Luthez sur le Mont Rushmore dans l'idée qu'il est fondateur. Voilà. Mais en plus, Ed Lewis, il a fait partie du Goldust Trio qui a inventé le fait d'avoir des rosters, des promotions, le territoire NWA, machin, et le fait de faire des matchs truqués pour que ce soit meilleur pour le business d'ailleurs aussi. Donc il a quasiment créé le catch, le mec, donc bon, mine de rien. Mais bon, je garde quand même Luthez parce que le rayonnement a dépassé ce truc un petit peu, je vais pas dire anecdotique, mais voilà, Luthez, le rayonnement est plus long, plus grand, plus multiple. Parce que d'ailleurs, Luthez a inventé des prises, le STF, le Powerbomb, des trucs comme ça. Donc bon, en plus, il a dû former des gars, je sais plus exactement. Il a formé Masahiro Chono, par exemple. C'est tout ce que je sais là, mais il y en a sûrement d'autres. Donc, ce soit au Japon. Mais voilà, Luthez, je pense que du point de vue des US, c'est vraiment le lutteur incontournable absolu. Puisqu'en plus, il faut se rendre compte que le championnat du monde NWA était vraiment considéré comme au-dessus des champions WWF ou machin. Quand je blâme pas Julien Didlot là, qui a proposé Bruno Sammartino et qui a dit voilà, il a fait 187 main events du Madison Square Garden, etc., des rings de champion. D'accord, mais il était local. Ça reste une localité assez conséquente, on est d'accord, à New York, mais ça reste local. Luthez, c'était mondial, et quand je dis mondial, j'insiste, il allait en Europe et au Japon. Donc c'est quand même un truc de fou. Donc, pour tout ça, et certainement d'autres trucs que j'ai oublié de dire, voilà, la classe, le côté vachement intègre
Et puis il faut se rendre compte que le mec pouvait se battre en vrai, et c'est pour ça que je dis qu'il a stabilisé les territoires NWS, c'est que du coup, si les mecs tentaient des screwjobs, c'est-à-dire essayer de le battre pour être champion et griller tel promoteur ou je sais pas quoi, et ben il pouvait pas. Parce que si tu passes en shoot contre Lutez, il passe en shoot et il te défonce. Le mec, il était intestable. Donc voilà, pour moi, Lutez incontournable. Après, mention honorable donc à Stronger Lewis, qui était son formateur et son manager, même à un moment donné. Grosse mention honorable à Ed Lewis, donc Stronger Lewis. Grosse mention honorable aussi à Gorgeous George, qui est le premier à avoir une vraie gimmick, qui est un des héritages les plus marqués du côté LUT-US. Donc, bon, voilà, si on faisait un Mont Rushmore US, on aurait Lewis, Luthez, Gorgeous George, et puis un autre, je sais pas, Hogan, Ric Flair, j'en sais rien. Peut-être Billy Graham, je sais pas trop. Après l'autre, faudrait réfléchir. Mais j'en suis pas là. Donc voilà, donc déjà Ricky Dozan, on est bon. Luthez, on est bon. El Santo, ça va être rapide aussi, parce qu'El Santo, déjà, je vais pas pouvoir trop détailler, parce que la lucha est le pan du catch que je connais le moins. Mais il n'y a pas besoin de s'y connaître spécialement en lucha pour savoir qu'El Santo, c'est le lutteur le plus important de l'histoire de la lucha. Une carrière très longue, où il a fait passer de la lucha de quelque chose qui avait des poches de popularité dans différents endroits du Mexique à un espèce de phénomène culturel qui est devenu presque une forme de religion pour les Mexicains, la lucha. Et lui-même, il est devenu une figure presque christique. El Santo, c'est-à-dire le saint. Et je pense sincèrement qu'il y avait une adoration pour lui, comme on adore j'en sais rien, moi je connais pas très bien les religions, mais comme on adore Jésus, ou j'en sais rien, enfin bref. Faut pas que je me lance sur des sujets que je connais pas comme ça, mais voilà, c'est un degré de starification incontournable. Il a tourné dans, je sais plus de 50 films, avec son masque en plus à chaque fois. Enfin bref, c'est le luchador ultime, et quand tu vois comment la lucha est un pan de catch juste énorme, c'est pas parce que c'est pas notre culture qu'on ne va pas mettre ça comme dans un Mont Rushmore. Je veux dire, voilà, de toute façon, on est forcément touché par l'influence de la lucha qui est venue modifier le style des catchs dans différents pays, Japon et États-Unis notamment. Mais en plus de ça, ce serait presque du racisme de ne pas mettre ça en valeur, alors que la lucha a une résonance au Mexique qui est au moins largement comparable à l'importance du puro ou du catch américain. C'est peut-être, je dirais, en Europe que le catch a jamais atteint ce stade, ce truc-là. Enfin bon. Donc El Santo, obligatoire. Petite anecdote sur El Santo, parce que j'en connais pas beaucoup, je vais en citer une. Il a montré son visage une seule fois à la télé, un quart de seconde. Il a juste, au moment de prendre sa retraite, il a soulevé son masque, il a dit au revoir, un truc comme ça, bam. Voilà, terminé. Et il est mort genre 2 semaines après, un truc comme ça, genre le sacrilège de montrer ton visage, la mort vient te chasser. Voilà. Je trouve que des petits trucs comme ça rajoute au symbole, enfin je trouve ça génial. Bref, donc El Santo, obligatoire. Donc déjà voilà. Il reste le 4e mec qui est sûrement, je pense, alors excusez-moi si je vous sous-estime, mais il y a de grandes chances que ce soit le seul mec que vous connaissiez pas de ma liste. Donc Luthez, Ricky Dozan et El Santo, ils sont vraiment hyper souvent cités, références, machin. Je vais vous expliquer mon chemin de pensée qui m'a fait arriver à Billy Riley. En fait, pour l'Europe, j'ai hésité au départ à la base, mais je me rappelle très bien de cette réflexion que j'avais eue. Je crois bien que c'était après la mort de Billy Robinson. Donc c'était, je sais plus en quelle année c'était, ça devait être vers 2015-2016. Je m'étais dit, putain, mais sa mort est pas inaperçue, c'est fou comme ce pan de catch est perdu. Même s'il vit encore un peu au Japon, parce que Billy Robinson a formé beaucoup de gars. Alors Billy Robinson, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment l'incarnation pour moi du catch british, quoi, avec énormément de techniques, le catch wrestling. Billy Robinson, il a formé notamment Josh Barnett, qui a été une grande figure du MMA. Il a formé des gars à la AWA, notamment Ric Flair, enfin il a contribué avec Vern Gagne, Ric Flair, Sergeant Slaughter. Et il a aussi beaucoup catché au Japon pour montrer ce style, tout ça. Il a formé des gars au Japon, il a dû contribuer à former des mecs comme Fujiwara et Inoki. Mais j'avais un autre gars un peu pareil, c'est Karl Gotch. Karl Gotch, qu'on crédite d'avoir inventé le German Suplex, c'est un Belge. Karl Gotch, pareil, il est surnommé Kami-sama au Japon, donc Dieu, pour ceux qui regardent Dragon Ball en VO. Mister Popo arrête pas de dire Kami-sama, machin, parce que c'est Dieu, hein, voilà. Donc il est surnommé Dieu au Japon, le mec. Il y a une shoot interview de lui, enfin c'est pas vraiment une shoot interview, c'est juste une interview où il parle d'un peu de tout et de rien. Je me rappelle plus de quoi il parle, je crois qu'il parle de bière à un moment donné, enfin bref, il fume un cigare, c'est hyper classe. Et il avait demandé au mec qui a filmé la shoot interview de la publier qu'après sa mort. Donc il a un truc un peu comme ça de pudeur aussi que je trouve assez cool. Bref, j'hésitais beaucoup entre Billy Robinson et Karl Gotch, et j'étais emmerdé parce que je me dis putain, ils incarnent vraiment hyper bien le style
qui est pour moi le style de catch européen. Quand j'avais regardé du catch européen, pour moi, ce qui me marquait le plus, c'était des mecs comme Johnny Saint, Terry Rudge. Terry Rudge, par exemple, c'est le gars que Fit Finlay et William Regal, dans 2 shoot interviews séparés, citent comme le meilleur adversaire qu'ils ont eu, le meilleur catcheur contre qui ils ont été. Il faut quand même le faire. Hein. Parce qu'ils ont un peu bourlingué les deux là. Hein. Ils sont tombés d'accord sur le même mec. Donc quand même, il faut le faire. Donc Terry Rudge, pour moi, ces mecs-là, voilà, ils incarnent le style british. Et j'étais emmerdé parce que je me disais, il faudrait que j'en choisisse un au-dessus d'un autre, c'est chiant et tout. Et pendant ma réflexion, je me suis dit, ils incarnent vraiment ce style british des mecs qui sortent du Snake Pit, qui est un centre de formation incontournable et tout ça, d'où sort Terry Rudge, Billy Robinson. Et puis je me suis dit, mais ça se trouve, Karl Gotch, il a été formé au Snake Pit. Donc j'ai tapé Snake Pit, j'ai regardé. Et effectivement, le formateur de Karl Gotch, c'est aussi le formateur de Billy Robinson, c'est aussi le formateur de Terry Rudge, c'est aussi le formateur de Dynamite Kid, c'est Billy Riley. J'ai des frissons en parlant parce que tu te dis, le mec, il a juste formé les 4 lutteurs british les plus incontournables. Et à travers eux, par exemple, Johnny Saint, il a été formé par Billy Robinson, formé par Billy Riley. Je sais pas je crois que William Regal était formé par... j'arrive pas à retrouver son nom. Un chauve avec une moustache, là. Marty Jones. Je crois que Marty Jones a été formé soit par Billy Robinson, soit par Billy Riley. Donc Billy Riley, en fait, il a formé tous les catch wrestlers. Et à travers ces catch wrestlers, ces mecs-là ont formé des Inoki, des Fujiwara, qui ont eux-mêmes formé des Masakatsu Funaki, Josh Barnett. Donc ils ont influé même sur le MMA. Enfin, c'est invraisemblable. D'ailleurs, dans la shoot interview de Karl Gotch, il se fout du jiu-jitsu brésilien. Il dit les mecs qui font du jiu-jitsu qui sont sur le dos, c'est ridicule. Ça me fait marrer. Bon, faut quand même pas déconner, mais bon, bref. Et donc voilà, donc Billy Riley, c'est juste énorme. Et en plus de ça, avant d'avoir été un grand formateur, ça a été un catcheur a priori qui a acquis une grande renommée en Angleterre parce qu'il était juste le hooker ultime. C'est-à-dire le mec qui te fait des clés, des soumissions, tu peux rien faire. Et c'était un petit gabarit. J'ai été voir sur son Wikipédia là tout de suite un petit peu des infos. Bon, il n'y a pas beaucoup d'infos. On sait juste que quand il est mort, quand il est né, tout ça, mais on n'a même pas la date exacte, je crois, si, quand même. Voilà, donc il a fait ses débuts dans les années 20, il a pris sa retraite en 68, pour vous dire. Et il y a une photo de lui, en fait, c'est ça que je voulais dire, où il a l'air tout petit, tout gringalet, en fait. Et c'est génial de se dire qu'un petit gringalet, à une époque où le catch était quasiment réel, hein, je sais pas trop exactement quand est-ce qu'en Grande-Bretagne c'est passé en mode on truque les résultats pour que ce soit meilleur pour le business, mais j'imagine qu'il a dû se taper des gros mastocs et qu'il a dû les battre par la technique et ça devait être juste génial à voir, quoi. Bon bref, donc pour moi c'est juste impossible de pas choisir Billy Riley en fait du coup. Quand tu penses qui l'a formé directement, enfin c'est pas un élève à lui qui a formé ou il a créé une école et il s'est barré ailleurs, non c'est lui quoi. C'est incroyable. Donc voilà, donc pour moi il est intestable. Donc du coup on se retrouve avec un Mont Rushmore, Lou Thesz, El Santo, Billy Riley, Ricky Tozan qui pour moi est intestable. Voilà, c'est le Mont Rushmore ultime. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous allez en penser. Mais je répète un peu ce que j'ai dit, je sais que ça peut paraître presque prétentieux, mais sincèrement, je pense que si tous les fans de catch se penchaient sur le sujet et voyaient les choses comme ça, c'est-à-dire l'idée père fondateur et prendre tous les pans du catch, je pense que tout le monde aboutirait à ce Mont Rushmore. Enfin, je n'arrive pas à voir comment on peut le contester, en fait. Bon, si vous voulez le faire, n'hésitez pas, hein, je respecterai vos Mont Rushmore. Vous pouvez faire des sous-déclinaisons, vous pouvez voir les choses différemment, vous dire Mont Rushmore, c'est pas seulement les pères fondateurs, machin, on peut changer les critères et certainement changer le résultat du fait, mais si on prend les choses comme moi, et c'est ce que je pense être le Mont Rushmore, je ne vois pas comment on peut arriver à autre chose. Donc voilà. Donc j'espère que... n'hésitez pas à aller lire les Wikipédia de ces gens-là, à aller regarder des vidéos, aller voir la interview de Karl Gotch, etc. N'hésitez pas à aller vous documenter là-dessus. C'est sûr que c'est un peu obscur, on parle de mecs dont on n'a pas d'image, hein. Billy Riley, on n'a pas d'image de lui en train de combattre, El Santo je crois pas non plus. Karl Gotch par contre on en a. Ah oui alors tiens, si je vais quand même parler juste de ça pour finir. Il y a un match qui est quand même génial sur le papier. Donc je commence par le côté le plus faible. Inoki et Sakaguchi, donc les deux fondateurs de la New Japan Pro Wrestling. Donc Sakaguchi en plus médaillé olympique de judo je crois. Hein, qui affronte, écoutez bien, cette équipe que tu n'as juste pas envie d'affronter parce que tu as peur pour tes bras. Lou Thesz, Karl Gotch. Voilà. Donc Lou Thesz, Karl Gotch contre Inoki, Sakaguchi, ça existe. Donc l'équipe Lou Thesz, Karl Gotch, elle est intestable cette équipe. Hein. Ça fait peur. Et c'est génial parce que dans le match, ça fait les vieux briscards qui font ce qu'ils veulent, quoi. C'est absolument incroyable comme match. Bref, donc voilà, ça existe, c'est trouvable très facilement. Ça doit être j'espère que c'est sur le New Japan World, hein, parce que s'ils n'ont pas mis ce match-là, ils sont quand même un petit peu cons. Et je m'arrête là. Je vous écoute pour toute réaction, tout ce que vous voulez. Et puis donc la prochaine vidéo, très
certainement, du coup, à moins que quelqu'un me pose à nouveau une question qui m'inspire à ce point-là, sera la FAQ permanente. Donc toutes les questions que vous pourrez poser ou des réactions que vous pourrez avoir, eh bien, vous aurez vos réponses détaillées dans la vidéo qui s'appellera FAQ permanente avril ou mai 2020. Je mets la date à laquelle je réponds. Voilà, donc à bientôt, et puis merci de m'avoir écouté avec attention.